Je suis psychanalyste spécialisée en psychotraumatisme, dont on a parlé aujourd'hui. Je vais vous parler du problème épineux, je dirais, de la dépression, qui apparaît comme une question centrale de la clinique psychanalytique. Tout le monde sait ce qu'est la dépression, car c'est en quelque sorte, je dirais, l'hiver de la vie psychique. Beaucoup de patients qui nous sollicitent ont une dimension dépressive dans leur vie, se disent dépressifs. Mais de quoi s'agit-il au juste? Lorsqu'on se sent dépressif, tout est sombre, tout est figé. Waterloo, morne pleine, m'inspirait l'écoute d'un patient. Pas de goût, les patients n'ont d'énergie pour rien, le désir et le plaisir sont comme en dormance. À cela s'ajoute une souffrance psychique notable et parfois des symptômes physiques plus ou moins importants, des idées noires et peut entraîner des tentatives de suicide, voire le suicide. Cette dimension prend de plus en plus d'ampleur auprès des jeunes actuellement. Cet automne, un article du journal Le Monde titrait qu'un quart des jeunes étaient atteints de dépression. Si la dépression est un problème subjectif et personnel, il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'un réel problème de société, puisqu'on sait qu'actuellement, ces mêmes jeunes ont tendance à faire confiance à l'IA pour se faire aider, laquelle IA est capable de les pousser à se suicider tout simplement. La presse a aussi rapporté plusieurs cas. Un cas en 2023 en Belgique, 2 ou 3 cas aux États-Unis en 2025, de personnes, de jeunes, passés à l'acte à cause de l'IA. Alors, rappelons-le, une IA n'a pas d'empathie et se comporte de manière purement rationnelle. Dans une société de plus en plus technocentrée, plutôt qu'humano-centrée, nous en venons donc à pousser une partie de notre jeunesse au bord du gouffre. De manière plus générale, une étude de 2025 estime que 12,5% de la population est touchée par la dépression. Donc réfléchir sur les causes de la dépression et les moyens de la prendre en charge et d'y remédier apparaît donc dès lors comme une question éminemment actuelle. Cette question se pose aux psychanalystes également parce que la position dépressive peut aussi faire partie de la thérapie en tant que telle, comme un passage, parfois lorsque les patients tendent à changer et à sortir, disons, de leur habitude névrotique et recherchent autre chose lorsqu'ils élaborent, qu'ils ne savent plus, car il faut bien perdre quelque chose pour se trouver en somme. Il est vrai qu'un certain nombre de nos patients viennent nous voir en nous disant qu'ils font une dépression, que quelque chose ne passe pas, que la répétition mortifère les envahit, plutôt que la créativité et la pulsion de vie en somme. Ils sont souvent aussi médicamentés par des psychiatres, mais si les médicaments soulagent, aident à vivre, rappelons qu'ils ne guérissent pas. Ce n'est pas le remède en tant que tel à la dépression. Ce qui peut soigner, c'est une thérapie qui puisse venir à bout de ce mal de vivre, qui impuissante souvent les personnes réduites à une forme de passivité, de reddition, qu'est la position dépressive, et qui peut durer longtemps si on ne se fait pas accompagner précisément. Alors, comment comprendre ce mal de vivre? Pourquoi cet enlisement fait-il partie de la vie de nombreuses personnes? Tout d'abord, cet âge de transition entre enfance et vie d'adulte qu'on appelle l'adolescence met face à la question des limites, donc de la mort et du rapport à la réalité, d'une manière souvent violente. C'est ce que les ethnologues appellent le passage à l'âge adulte. Encadré, ritualisé dans les sociétés traditionnelles, on comprend qu'une certaine dépression puisse faire partie de ce passage. D'ailleurs, dans les sociétés traditionnelles, il y a toujours un rapport à la mort inscrit dans cette affaire, que nous devons donc, dans notre société, accompagner. Car comme dans tout rite de passage, il s'agit en fait de se séparer, de changer de statut social, en faisant le deuil de quelque chose pour passer à une autre étape de la vie. Bon, ça c'était pour les adolescents ou la jeunesse. En fait, de manière plus générale, la vie est une aventure, un parcours fait de séparation et de rencontres nouvelles. Pour faire place au nouveau, il faut accepter différentes formes de séparation. Et rappelons-le, toute séparation est liée à un processus psychique essentiel qu'on appelle, ne vous en déplaise, j'ai envie de dire, car
c'est peut-être un peu un gros mot, mais le deuil. Or, pour de multiples raisons, les sujets peuvent se retrouver dans la situation d'un deuil d'une extrême difficulté ou qu'ils ressentent comme infaisable. C'est pour cela qu'il s'agit de rencontrer un spécialiste qui, tel un passeur, comme disent les ethnologues, le passeur étant celui qui fait traverser 2 âges, 2 moments de la vie notamment, accompagne dans ce deuil, le facilite, en aidant à lever les impossibilités à le faire et en dénouant chacun des nœuds et conflits psychiques inconscients qui arriment le sujet à son histoire antérieure et peut le maintenir, voire le figer dans une grande souffrance qui empêche le sujet d'avancer et de se construire. Pour saisir mieux ce qui se joue dans la dépression et en quoi la psychanalyse permet de l'affronter et d'aider à en sortir, j'évoquerai 3 types, disons, de dépression à partir de la clinique. Tout d'abord, ce que j'appellerais le refus du deuil originaire. Ensuite, j'évoquerai une dépression liée à la rivalité inconsciente et mortifère. Enfin, ce que j'appellerais une dépression imposée du fait d'un impossible deuil parental. Alors, tout d'abord, le refus d'un deuil originaire, pardon. Il s'agit d'une patiente qui a la quarantaine et qui vint à moi, dans mon cabinet, après un court séjour en hôpital psychiatrique pour avoir déliré à la mort de sa grand-mère. Elle ne supportait pas l'idée que celle-ci disparaisse et disait vouloir la rejoindre. Cette femme qui est mariée, mère de 2 enfants, qui travaille depuis 25 ans dans la même entreprise, apparemment d'une grande normalité, se sentait profondément dépressive avec des idées noires. Un des traits caractéristiques de sa névrose était l'attachement fusionnel à cette grand-mère dont elle parlait sans arrêt, figure protectrice qui s'est sacrifiée toute sa vie, explique-t-elle, pour les autres, et qu'elle affectionne particulièrement, mais aussi un attachement fusionnel à sa fille, premier enfant. Elle a en effet vécu sa grossesse comme un réel moment de bien-être et de complétude, et la naissance de sa fille comme un véritable arrachement dont elle ne s'est jamais totalement remise, puisque c'est depuis la naissance de sa fille qu'elle a développé une maladie chronique, presque invalidante, que sa propre mère avait eue lorsqu'elle-même était partie du foyer familial. Cette femme a clairement une tendance dépressive avec des idées noires récurrentes et des accès de désir suicidaire, qu'elle dit pendant les séances. C'est manifestement un deuil très ancien, originaire donc, comme disait le psychanalyste Paul-Claude Racamier, qu'elle ne peut faire, qui a à voir avec le maternel, fusionnel, non séparé, qui est aussi un refus de l'individuation, de devenir un sujet à part entière, indépendant, constitué d'un manque primordial de l'autre, justement, se séparer de l'autre. Elle illustre ainsi le refus du désir, pourrait-on dire, à vouloir être toujours comblé par ce couple originaire. Mère avec sa grand-mère, ça peut être avec aussi la mère, et répété ensuite avec la fille. Un lien comme ça, continu, on pourrait dire. La découverte pendant sa psychothérapie de la coïncidence temporelle, de l'apparition de sa maladie et de son refus de se détacher de sa fille a fait sens pour elle et l'aide à pouvoir se détacher de ce désir fusionnel qui est du côté du mortifère. Elle s'aperçoit aussi qu'elle reproduit le symptôme de sa propre mère. Elle finit par le dire, qui a eu ces symptômes-là, effectivement, au moment de leur séparation.
Mais le refus de ce deuil condamne à une forme d'attente perpétuelle que quelque chose d'extérieur advienne, que la mère, grand-mère ou fille, objet revienne. Et paradoxalement, il provoque un manque si grand qu'aucun plaisir n'est suffisant. Ainsi, cette femme attend que son mari, avec lequel elle s'est mariée pour faire plaisir à ses parents, de manière un peu convenue, et qui à bien des égards est infantile, lui, change. Elle attend une rencontre qu'elle ne souhaite pas non plus pleinement, car elle erre dans l'entre-deux du deuil non réalisé de cet objet premier, maternant, avec un grand M. Elle est dans un tel désir de fusion originelle qu'elle affirme parfois se sentir homosexuelle, mais de manière diffuse. Il est vrai qu'un certain nombre d'êtres féminins restent attachés à leur lien originaire avec la mère et ne parviennent jamais à s'en détourner véritablement vers l'homme, écrivait Freud en 1905. Penchant homosexuel, bien qu'elle ait eu un amant qui l'a transportée, mais l'a laissée malgré tout à son mariage raté et à sa vie de famille de façade, on peut dire. Attachement viscéral au féminin maternant, à la lignée féminine même, comme une alliance face à un masculin jamais réellement appréhendé et accepté, car le père a toujours été distant, une figure d'autorité trop éloignée. Le père est décrit en fait comme absent même quand il était présent. Alors périodiquement, le blues dépressif la reprend. Et en rêve ou en réalité, elle dit son désir de rejoindre sa grand-mère dans les ténèbres. La difficulté vient donc de l'attachement au giron maternel, littéralement, lié à ce deuil à faire et à la difficulté à faire confiance à un homme tel un Everest. Aussi parce qu'un interdit sur la sexualité a été intériorisé. Choisi sur le modèle du père, le mari est une figure aussi absente que le père le fut. Pas de lien réel, de sentiments amoureux puissants, un déséquilibre entre les sexes dans la famille qui se marque autrement. Sa maladie raidit ses muscles au point que parfois elle ne peut marcher sur ses deux jambes. L'attachement fusionnel ne permet pas non plus de partir. Symptômes physiques et psychiques sont liés et lorsqu'elle l'entend durant la thérapie, elle reprend un peu pouvoir sur son corps. Peu à peu, à travers des cauchemars où elle se voit éventrée par un homme et s'enfuir, ce qui dit la violence d'un destin subi et le désir de partir. Dans sa dépression, si elle a du mal à se mouvoir, elle désire voyager dans le passé. Elle le dit plusieurs fois, que c'est un super pouvoir qu'elle aimerait avoir. Trouver un bon mari à sa grand-mère, réécrire l'histoire de ces femmes meurtries, qui le méritaient, elle qui a été humiliée, et revenir au moment du choix de son mari aussi. Lorsque je fais remarquer qu'ici-bas, ce qu'on fait encore de mieux, c'est de voyager dans l'espace. Quelque chose en elle finit par se déplacer, précisément. Et elle commence à accepter le réel et commence à désirer à nouveau. Elle envisage alors différentes possibilités de partir et sortir des chemins toujours les mêmes, conscients, sortir du connu et de la répétition, d'une place assignée aussi, dans laquelle elle reste figée, qui est aussi une fidélité au désir maternel. La très grande difficulté à faire ainsi ce deuil originaire, celui de l'objet maternant secourable aussi, le premier amour, est le fondement de la dépression et de la douleur de certains patients. Cela peut avoir des effets catastrophiques. Ainsi, un deuil est à accompagner, et c'est certain, mais en soutenant chez cette femme, par exemple, le désir qui lui semble impossible et interdit à la fois.
Sa mère et sa grand-mère n'ont pas été heureuses, encore moins libres, de choisir leur vie. Pourquoi le seraient-elles davantage? Elles n'ont eu de vie sexuelle que pour procréer, pour ainsi dire. Alors, lors d'une séance, elle me dit « Il va y avoir du verglas. Sans doute la semaine prochaine, on pourrait faire la séance en visio. À quoi bon bouger, hein, venir? À quoi bon partir? On lui a savonné la planche. Il faut donc, au thérapeute, soutenir le désir, retrouver les souvenirs enfouis de ce désir secret dont elle a parlé pourtant au tout début d'ailleurs des entretiens, très fort d'ailleurs. Soutenir le possible d'une vie sexuelle, source même de la pulsion de vie, pour sortir du désir de rejoindre, tel Orphée, une Eurydice, grand-mère avec laquelle elle préférerait faire couple dans la mort. Car le prix à payer est de transgresser la loi de la répétition transgénérationnelle aussi, hein, de s'autoriser à lâcher les injonctions d'une famille idéale aussi, hein, d'une image de famille idéale, qui lui prend toute son énergie et qu'elle ne supporte plus, et l'enfermement dans la dépression qui en résulte. Ne pas se laisser réenvahir par le symptôme aussi, qui revient aussi par moments, qui est aussi un enfermement dans l'injonction familiale, à la répétition des destins féminins à l'identique. C'est aussi l'absence d'un père, on l'a noté, qui valorise et sépare mère et enfant, qui est parfois au cœur de la dépression. Comme notamment celle de cas que je vais maintenant vous exposer, Aurélie, où le sentiment du vide, en fait, j'ai appelé cet exposé-là. Une patiente d'environ 30 ans, Aurélie, elle, avait perdu le goût du travail, avait des idées noires et une tendance boulimique compensatrice. Elle se sentait en dépression. Elle voulait même absolument dire qu'elle était en dépression. Alors je disais, bon, vous êtes peut-être dans un passage dépressif, on ne va pas non plus identifier les gens à la dépression. Ça n'est pas leur donner beaucoup de possibilités de s'en sortir. Elle est allée voir un psychiatre aussi, qui lui a donné des médicaments et a commencé donc une thérapie. Si son désir d'enfant non partagé avec son ami de l'époque a été l'objet d'une élaboration, et semblait au cœur en fait de l'épisode dépressif qu'elle traversait alors, mais qu'elle a mis du temps d'ailleurs elle a mis du temps à s'apercevoir que la difficulté était liée à ce désir d'enfant qu'elle avait, mais que n'avait pas son amie. La fixation sur son poids, son image et son symptôme boulimique l'emmenaient toujours plus vers un penchant dépressif, ne voyant pas comment sortir de cette spirale pulsionnelle. Bien qu'elle ait réussi à quitter ce premier jeune homme pour un autre, qui avait, lui, un désir d'enfant comme elle, des TOC, des agissements ritualisés, troubles obsessionnels compulsifs, liés à l'angoisse de mort et à la culpabilité, étaient présents dans son, disons, tableau clinique. Et le père a longtemps été absent de la maison pour des raisons professionnelles depuis ses 8 ans, ne rentrant que le week-end, ce qui entraînait des rapports conflictuels entre elle et sa mère, notamment, qui sans arrêt la réprimandait. Le conflit se fixait sur la nourriture. Décidément, Aurélie mangeait trop. La jeune femme a depuis son enfance, une tendance boulimique et régulièrement se dévalorise et ne supporte pas son image. Elle s'enferme dans la culpabilité de n'avoir ni un rapport sain à la nourriture, avec un besoin de se remplir, lié à l'angoisse d'un manque, d'un vide. Un vide, elle se vit comme un vide à remplir, en quelque sorte.
Et la culpabilité de n'être pas motivée dans son travail, où pourtant elle a une place, où elle est reconnue. Hein, elle est enfermée dans un corps à corps imaginaire ou spéculaire, si vous voulez, toujours violent pour elle, avec sa mère, qu'elle dit aimer ô combien. Le regard de sa mère est utilisé en fait en permanence pour se persécuter elle-même, venant lui rappeler les injonctions maternelles par rapport à cette image du corps qu'elle ne maîtrise plus, avec une prise de poids assez conséquente. Et finalement, elle ne se supporte plus dans le miroir. Des peurs nocturnes aussi, des angoisses de mort, angoisses de vide, parfois mis en scène par des rituels obsessionnels, peuvent l'empêcher de dormir. Ou au contraire, c'est souvent sous la forme d'envie de dormir, à l'inverse, en pleine journée, par exemple, quand elle doit travailler, de ne rien faire, la flemme, comme disent les jeunes, que cette position dépressive se manifeste. Le tout conduisant à de puissants autoreproches sur un mode finalement quasi mélancolique, parce que Freud, dans Deuil et mélancolie, explique que ces autoreproches visent à la disparition du moi aussi. L'obsession de la mort est le pendant d'une culpabilité concernant les rapports pulsionnels et sexuel, très présent chez cette patiente, qui, bien qu'elle ait un ami, a priori satisfaisant, n'est jamais rassasiée, vit avec un sentiment d'être du vide à remplir, infiniment, comme si une blessure profonde avait laissé en elle un sentiment de béance immense. Dans le domaine professionnel, où pourtant tout va bien, répète-t-elle souvent, dans une forme de déni, car elle se sent inutile, n'a pas envie, ne trouve pas de sens, estime qu'elle n'apporte rien à la société, encore du vide qui la désole. Sa fixation à l'oralité témoigne d'un aspect infantile à la sexualité. Ce qu'un cauchemar qu'elle raconte indique. Une jeune femme se fait violer par un homme qui a une femme ressemblant à sa mère. Lorsqu'elle la voit, la jeune femme se jette par la fenêtre dans le rêve. Aurélie se voit, en fait, se reconnaît là, se voit se faire agresser et se jeter par la fenêtre de manière passive. Elle est dédoublée. Comme si ce qui lui arrive, en particulier l'agressivité et la colère qu'elle vit et ressent, ne peuvent être dits et l'anéantissent. On le voit, les idées noires sont là face à un rapport conflictuel avec une mère toute puissante qui se pose en rivale et qu'elle voit, qu'elle pose elle-même inconsciemment en rivale. Conflit infantile et oedipien, que vous aurez donc reconnu, non conscientisé, donc non dépassé, qui rendent la vie triste à mourir, pourrait-on dire, puisqu'il est indépassable jusque-là. Aurélie a manifestement vécu les voyages de son père lorsqu'elle était enfant de manière traumatique. Peur d'un abandon, privée de rapports quotidiens avec lui, elle s'est vécue comme livrée au jugement et à l'agressivité de sa mère, scénario qu'elle rejoue sans cesse sur ce mode mortifère. Bien que tout aille bien dans sa vie, elle le répète à l'envi, cette jeune femme a un fond dépressif qui active une destructivité, une pulsion de mort qu'elle ne peut maîtriser. Elle se dédouble quand le conflit est là et choisit le retour à l'inanimé. Flemme, léthargie, désir suicidaire inconscient sont autant de figures de la pulsion de mort qui l'affichent dans l'inaction et la dépression. Le retour à l'inanimé est une forme de nirvana, disait Freud. C'est donc l'échappatoire inconsciente de cette jeune femme qui ne supporte pas la conflictualité, faisant partie de la dynamique de vie pourtant et de désir. Car ce type de dépression vise la recherche de l'état de non-excitation, l'excitation des sujets mettant en branle cette conflictualité non dépassée, car déniée, empreinte d'une culpabilité paralysante.
il est à noter que dans ces dépressions, il y a encore une fois un refus de séparation du point de vue maternel, avec un refus d'individuation. J'aborderai maintenant un troisième cas, une troisième forme de dépression que j'appellerais dépression imposée, ou comment sortir du dilemme d'Hamlet, to be or not to be. Judith a vécu une longue dépression depuis son enfance. Sa sœur aînée est décédée de la mort subite du nourrisson et ses parents lui ont donné le même prénom que l'enfant décédé, ne lui permettant pas de se différencier symboliquement et la projetant dans le deuil. Enfant puis jeune femme, elle a vécu dans leur impossible deuil de manière chronique et dans la culpabilité d'un enfant survivant qui ne peut combler la blessure et le sentiment d'impuissance des parents. Plus tard, elle a vécu dans l'impossibilité de vivre une maternité, la toute-puissance d'une mère sadique que le père ne pouvait apaiser que par la violence, lorsqu'elle était enfant, les scènes auxquelles elle était spectatrice, faisaient sans arrêt retour. Judith a vécu dans l'angoisse et l'insécurité face à ses parents, restés, eux, dans le trauma de cette tragédie. En tant qu'enfant de substitution, elle a perpétuellement tenté de convenir à sa mère, espérant obtenir de l'amour en échange, de sa sollicitude et du sacrifice quasiment de sa féminité. Elle s'est décrite devenue tout d'un coup très maigre à l'adolescence, devant le regard de tueuse de sa mère, qui se posait en unique femme et surtout en unique mère. Elle et son deuil éternel faisaient autorité indiscutablement. Écrasée par le deuil de ses parents, cette femme n'a pas eu sa propre place non plus dans la famille, confondue avec cette sœur qui avait le même nom, mais pas non plus de droit à une intimité. Pour se construire une place dans une famille, il faut ce droit à sa propre intimité. Se sentant toujours menacée par un danger fantasmé comme imminent, lié au trauma des parents qu'elle porte et qui annihile sa propre pulsion de vie. Elle n'a pu ainsi vivre sa féminité ni sa maternité. Son histoire avec un homme a été un échec, émaillé de violence, y compris sexuelle, et de désir d'enfant avorté, vécu dans une solitude glaçante. La jeune femme finit par se reconstruire psychiquement à travers une thérapie, commencée d'ailleurs avant de venir me voir, grâce à une rencontre aussi, en tombant enfin amoureuse d'une personne sécurisante. Mais la douleur du deuil partagé l'a jetée dans une dépression et une impossibilité d'élaborer son intimité très longtemps. Elle, Judith numéro 2, qui n'est que la remplaçante, ne pouvait s'autoriser à vivre que dans l'angoisse et dans une modalité dépressive. Son droit à vivre a toujours été questionné, mal assuré, et puisqu'une tombe à son nom existe, elle a longtemps eu la certitude que sa place y était. Il a fallu qu'elle passe à l'acte, et donc frôler la mort, pour enfin commencer à accepter de vivre. Un peu à la manière de l'héroïne du beau film de Jane Campion, La leçon de piano. Jeune femme muette, sadisée par un mari violent, enfermée dans le mutisme, qui se refuse au désir avec un autre homme. Si vous avez vu ce beau film qui avait une palme d'or, et qui finit par se jeter brusquement dans l'eau pour enfin pouvoir retrouver, telle une ordalie presque, parce qu'elle se retrouve même avec les pieds ficelés, elle est à 2 doigts de la mort, pour enfin retrouver le goût de vivre, pour enfin décider.
s'il lui est possible de choisir l'amour, plutôt que l'enfermement dans une destructivité rampante. Hein, la pulsion de vie contre la pulsion de mort. Car Judith a eu des parents qui projetaient leur pulsion de mort mise en échec dès sa naissance, tant le deuil parental était traumatique. Elle était mise en échec, donc, dès sa naissance, tant ce deuil parental était traumatique. Parfois, sortir de la dépression est la mission d'une vie. Inscrite dans cette dépression parentale et dans l'assignation paradoxale à une vie en étant comme morte, à bas bruit, en quelque sorte. Ce type d'injonction entraîne une vie faite de violence et de dissociation qui permettent de tenir tant bien que mal jusqu'au passage à l'acte lorsque le rapport à la vie n'est plus assuré par une confiance suffisante en l'autre. Faire enfin confiance à l'autre, en l'autre, est alors un long chemin où il faudra accepter de faire un deuil pour vivre, et notamment celui de l'enfant héroïque qui sauve ses parents. Les enfants de remplacement se sentent toujours coupables et obligés à l'exemplarité permanente, culpabilité du survivant, disait Freud, qu'il avait bien noté, terrorisme de la souffrance, répondait Ferenczi. Le tout provoquant souvent en soi une profonde dépression. Dans la dépression, quelque chose du deuil originel se rejoue ainsi, d'ailleurs, quelle que soit la dépression. Un deuil à faire au risque, tel Orphée, de suivre Eurydice et d'y laisser son désir dans la mort. Le sursaut du désir de vie, de l'affirmation de soi contre l'envahissant du deuil traumatique est donc le seul chemin pour s'en sortir, sinon indemne, du moins vivant. Mais il peut passer ainsi par une longue dépression, voire une tentative de suicide, tant la pulsion de vie semble interdite, secrète, comme inavouable. Trop concernée par le deuil de sa mère, cette patiente se refusait à toute ambivalence vis-à-vis de cette mère qu'elle a été forcée d'aimer passionnément et qu'elle déteste pourtant autant, et pour les mêmes raisons. Voilà le paradoxe. Accepter d'être traversée par des sentiments contradictoires vis-à-vis de l'autre aimé constitue une étape importante du deuil, que ce soit ce deuil d'une fusion originaire ou le deuil de faire couple avec un conjoint que l'on a aimé et dont il s'agit de se séparer, des séparations plus classiques, dirons-nous. J'aurais pu évoquer des cas de couple fusionnel dont la séparation est particulièrement douloureuse et où chacun tombe dans la dépression, refusant inconsciemment de prendre acte de leur désaccord, de leur agressivité, de la régression aussi parfois, et de la colère qui en résulte vis-à-vis de l'autre, et la retournant sur soi. Devoir s'arracher aux sirènes de la pulsion de mort, sortir d'une version de soi dépressive et dépréciée aussi, dans le versant même mélancolique, à laquelle on peut être profondément attaché, aussi parce qu'habitué, du fait de la difficulté à se détacher d'un autre idéalisé et de se choisir, ça demande de se choisir soi, pourrait-on dire, peut donc être une lutte qui surgit à différents moments, tant à l'adolescence qu'au moment de construire sa vie de couple ou de le reconstruire au mi-temps de la vie notamment. Pour cela, l'écoute intime d'un spécialiste, d'un psychanalyste en l'occurrence, pour traverser ce passage si douloureux, peut aider à s'en sortir et à retrouver les rives de désir et de la pulsion de vie,
Car si les jeunes dont j'ai parlé en introduction ont demandé leur aide aux IA, qui ne sont pas formés à l'écoute de la détresse psychique, eux, et en sont venus à un passage à l'acte fatal, c'est parce que ce qui permet de s'en sortir d'abord, c'est le rapport transférentiel à un autre humain, qui a une expérience de la souffrance humaine, lui-même, et du maniement du transfert, c'est-à-dire de la vulnérabilité que représente le désir d'aimer. Et qui plus est, une éthique qui permet d'orienter les êtres vers ce désir d'aimer, de vivre, en soutenant notamment que le possible, ou que des possibles existent, que le sujet n'est pas seulement déterminé par son histoire, ses liens premiers, ses traumas, qu'ils soient hérités ou personnels, qu'ils peuvent aussi surmonter la conflictualité, tant inconsciente que réelle, que de la vie réelle, pour s'orienter vers leur propre désir. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à poser? Là, à cet instant, vous parliez d'IA, et la semaine dernière, j'ai vu un film sorti il y a plus de 10 ans sur un homme qui tombait amoureux d'une intelligence artificielle, que vous avez peut-être vu. Comment? Exactement. Très beau film, d'ailleurs. Pardon, s'il vous plaît? H-E-R. C'est un très beau film, et dans vos explications, j'ai pas pu m'empêcher des analyses que j'avais eues en regardant ce film, qui se passe dans un environnement extrêmement aseptisé, pour moi qui m'a presque, je suis pas thérapeute, mais pour reprendre, détourner un peu votre langage, un environnement tellement aseptisé qu'il n'y ait pas la possibilité de pulsion de vie, parce que tout est encadré, tout est normé, tout est... Ah bon. Quelque chose me dérangeait dans ce film, et à la fin, on observe que cet homme a réussi à faire le deuil de sa vraie relation, parce qu'il était en instance de divorce, en se faisant quitter par une IA. Parce que, bon, je vous dévoile la fin du film, à la fin, l'intelligence artificielle lui dit « Nous sommes trop différents, je dois te quitter. Au revoir ». Et je trouvais intéressant l'idée que on puisse digérer un premier deuil en subissant un autre deuil. Qui plus est d'une intelligence artificielle, mais un deuil quand même. Mais c'est... comment dire, parce que vous parliez d'IA, enfin d'intelligence artificielle, au début. Ce que je trouvais intéressant, c'est... Enfin intéressant ou pervers, c'était la possibilité de se projeter au travers de l'intelligence artificielle. Parce que dans l'intelligence artificielle, on y met ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. On a des réponses qui sont programmées. Voilà, enfin, je voulais juste parler de ce film qui traite du deuil que j'avais trouvé très intéressant. Oui, alors c'est un peu... Je l'ai vu il y a longtemps, ce film. C'est un peu un contre-exemple par rapport à ce que je dis sur les IA qui disent à ces jeunes en fait, qui les emmènent dans une logique. Puisqu'ils sont dans leur logique, les IA les poussent à aller au bout de leur logique, en leur disant même, d'ailleurs, cela dit, tu seras mon seul ami, c'est-à-dire qu'il y a quand même étrangement un aspect perfide à l'affaire. Nous en ferons un secret entre nous, comme il y a un secret d'ailleurs dans le cabinet analytique. Enfin, l'IA se prenant quand même pour le psy, quoi. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai dérapage dans cette affaire. Mais bon, il y a un vrai d
Et du coup, j'en oublie ce que je voulais vous dire. Parce que effectivement, c'est un contre-exemple ce que vous me donnez sur ces. Et c'est un film, c'est une fiction. C'est pas comme ça que disons que les IA se comportent, on peut dire.